Salut et bienvenue dans Face à Pierrot. La première question est d'Olivier Plate. Comme tu l'as souvent souligné, Paris aura besoin de renforcer son milieu de terrain au mercato d'hiver. Quel joueur aimerais-tu voir arriver et qui apporterait immédiatement un vrai plus à cette équipe ? Alors les noms qui reviennent le plus, c'est Casemiro, qui me semble quand même un petit peu bouilli et abonné à l'infirmerie à Manchester United. Guimaraes, dont la clause est quand même hors de prix, 111 millions. Il y a un joueur qui, à mon avis, serait pas beaucoup moins cher, mais qui me semble, lui, par contre, cocher toutes les cases, c'est Lucas Paqueta, qui a ce profil travailleur, mais ce côté créatif qui manque tant au milieu de terrain parisien. Donc moi, je voterai Paqueta. Eric Gauthier me dit Nice, salut Pierre, Nice, c'est j'ouvre le score, je gagne, je suis mené, je perds. Entre Todibo qui est plus nerveux et Boulka moins décisif, Nice va-t-il rentrer dans le rang ? C'est vrai que les deux derniers déplacements de Nice, que ce soit à Nantes et Le Havre, qui sont pas non plus des cadors du championnat, sont assez inquiétants. C'est vrai qu'il manquait quand même pas mal de joueurs au gym au Havre et que visiblement c'est une équipe qui a besoin d'être au complet pour être performante. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre avec Nice, c'est qu'il y a quand même des attaquants de bonne qualité et qu'ils n'arrivent pas à performer. Eric Gauthier encore. Toulouse me semble une équipe sans identité, sans fond de jeu. La data semble avoir ses limites. Sont-ils en danger finalement ? Oui, je pense que Toulouse est en danger. Le parcours européen où il y avait un monstre, Liverpool, qui a en plus, on le sait, bradé ses matchs à l'extérieur, et deux autres adversaires, tout de même très à la portée d'une équipe de Ligue 1, est un peu en trompe-l'œil. Ce qu'il y a, c'est qu'en championnat, ça marque très peu, ça produit très peu de jeux. Je trouve que c'est beaucoup de joueurs du TFC sont neutres, quoi. On voit pas de différence, on voit pas de talent émerger, mis à part le gardien sur lequel j'ai pourtant pas mal de réserves. Alexandre Nadal-Ojo me dit Marseille et Rennes ont perdu la première place de leur groupe à la dernière journée en Europa League. Pour toi, quelle défaite est la plus frustrante ? Celle de Rennes contre Villarreal ou celle de l'OM à Brighton ? La défaite de l'OM à Brighton, elle est logique puisque les Marseillais ont pas vu la balle pendant 90 minutes et qu'ils ont même, on peut le dire, pris une leçon de foot de Brighton qui a eu vraiment une qualité de jeu magnifique et une finition qui n'est malheureusement pas au niveau du reste de l'équipe. Rennes, c'est très frustrant parce que ils sont revenus 2 fois au score. Ils ont égalisé pour un match nul qui leur donnait la première place avec un but qui a été refusé parce que Le Fait a touché 2 fois le ballon sur coup franc, qui est quelque chose qui n'arrive jamais dans le foot, qu'un gars tire un coup franc et que le ballon revienne sur lui, c'est absolument rarissime. Donc voilà, je pense que la frustration, elle doit être beaucoup plus du côté de Rennes. Mika Kolo me dit le ressenti de Marc Keller par rapport aux promesses et aux actes de Bluco. Et je vais en décevoir beaucoup là, de ce que j'appelle le club des Vieira out. Marc est très satisfait de cette entente. Il est vraiment pas du tout considéré comme un employé, mais comme de toute façon, mais je vais arrêter de le répéter parce que ça commence à me gaver. Bluco n'aurait pas investi au Racing Club de Strasbourg si Marc Keller avait quitté le club. Donc à partir de là, Marc, ce sont les mêmes personnes qui sont dans les bureaux. C'est toujours Loïc Désiré qui fait le recrutement. Dans le papier de l'équipe sur le club, ils disent que c'est Chelsea qui a imposé Silla. C'est un mensonge. Voilà, donc Marc, il est très satisfait. Et puis Marc, c'est quelqu'un qui sait compter les sous et qui sait que le club va perdre de l'argent avec la construction de la Méno la saison prochaine, qu'il y aura des recettes en moins, qu'il y a le CVC à rembourser
et que ça doit faire une 20aine de millions à trouver, et que s'il n'y avait pas Bluco, et ces 20 millions, ils ne passeraient que par la vente de joueurs, et donc par affaiblir l'équipe. Mais bon, ça, faut essayer de le faire comprendre à des gens qui sont pas obtus et qui qui sont pas là à hurler comme des abrutis non à la multipropriété, ce qui ne veut rien dire. Alexandre Nadalojo, ton avis sur la phrase de Michael Owen disant qu'à son époque il y avait plus de bons joueurs de football et qu'aujourd'hui il faut être avant tout un athlète, et qu'à son époque il fallait avoir un vrai talent de réelle qualité pour être un footballeur de haut niveau. Ouais, c'est un petit peu passéiste, ça fait un peu vieux con comme déclaration. C'est le fameux c'était mieux avant. Moi, je trouve qu'il y a des très beaux footballeurs encore qui ne basent pas leur jeu que sur le physique, mais bon, peut-être que je me trompe. Antonio Mendoza me dit, pensez-vous écrire un livre qui raconte plusieurs anecdotes sur votre carrière? Et Antonio, je l'ai écrit, ce livre, il était prêt à sortir, et puis il y a mes histoires qui ont éclaté et qui ont évidemment ont fait décider l'éditeur de ne pas sortir le livre, à juste titre, parce que un gars accusé d'agression sexuelle qui sort un bouquin comme argument de vente, on a connu mieux. Malheureusement, ce livre, aujourd'hui, il faudrait le reprendre pratiquement à zéro, parce qu'évidemment, il y a un chapitre sur Mbappé, mais le chapitre sur Mbappé, il y a 2 ans, il n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc voilà, quoi. Si ça intéresse quelqu'un, peut-être que je le ressortirai. Bon, enfin, c'est pas un enjeu. Antonio Mendoza encore. Quels ont été vos rapports, s'il y en a eu, avec Lolo Licolin? Je dirais qu'ils ont été fluctuants. On a eu quelques prises de bec. Une très vieille, je me souviens. C'était après une défaite en Ligue 2, et Michel Mézy était l'entraîneur. Et j'avais été invité à dîner chez Loulou après le match. Et il y avait tous ses copains qui avaient massacré Michel alors qu'il était à table. Et comme j'ai une grande gueule, j'avais pris la défense de Michel, ça lui avait pas beaucoup plu. Après, nos rapports se sont tout à fait arrangés. Il m'a fait visiter son musée. À chaque fois qu'il me voyait, il me disait t'as maigri, ça me motive, même quand j'avais pas maigri. Donc c'était quelqu'un je vais rien dire de bien nouveau, mais c'était quelqu'un de truculent. Moez BKR me dit, pouvez-vous nous dire à quel endroit vous étiez le soir des victoires de l'OM et du PSG en Coupe d'Europe, respectivement en 93 et 96? Merci. Alors, l'histoire, à l'OM, j'étais au journal L'Équipe ce soir-là, puisque j'étais ce qu'on appelait de relecture, c'est-à-dire qu'à l'époque, les papiers qui étaient envoyés par les envoyés spéciaux arrivaient tapés par des sténos sur du papier, et il fallait les corriger à la main. Donc voilà, j'étais ça. L'anecdote que j'ai, c'est que j'avais gagné plus de 1000 francs à l'époque, puisque j'avais gagné le concours de pronostic sur le match, puisque j'avais pronostiqué 1-0 Marseille, but de Boli 38e, et que je crois que le but de Basile a été marqué à la 43e. Quant à la finale du PSG, j'étais à Bruxelles, j'étais au match, puisque cette année-là, je suivais le PSG pour l'équipe. Et j'ai pas un souvenir, honnêtement, j'ai pas un souvenir inoubliable de cette soirée. Antonio Mendoza encore, avez-vous une anecdote sur Dennis Bergkamp quand vous suiviez Arsenal? Oui, j'en ai une. On me demande un papier pourquoi Thierry Henry est-il meilleur avec Arsenal qu'en équipe de France, déjà. Et donc je vais interroger les coéquipiers, et je demande donc à voir Dennis Bergkamp qui me reçoit dans le restaurant des joueurs d'Arsenal à Connay, au centre d'entraînement. Et je lui pose direct la question, je lui dis mais pourquoi Thierry est-il meilleur avec Arsenal qu'en équipe de France? Et Denis me regarde et me fait, parce que je joue pas en équipe de France.
Voilà, c'était quelqu'un de très très rigolo et c'était un joueur magnifique.